Bonjour à tous, c'est Félix de Vendredi et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 6e épisode de Welcome to New Work. Welcome to New Work, c'est l'émission pour vous aider à changer le monde sans changer de travail. Le concept est simple, on invite une personnalité inspirante, qu'on aime bien, qui agit à son échelle et on vous permet d'échanger avec elle. Cet échange, il se veut inspirant mais aussi concret avec la vocation de vous donner des clés pour agir dès aujourd'hui. L'émission, elle est enregistrée en live avant d'être rediffusée. Donc, si vous réécoutez ce podcast, ne soyez pas surpris par les aléas du direct, les petits bruits de clavier par moment, les bugs, ça arrive. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Julien Vidal. En fait, c'est un peu la personne phare sur les petites actions en France. Il a écrit 3 livres. Ça commence par moi. Ça va changer avec vous et redonner du pouvoir à son argent. Il va nous partager aujourd'hui son aventure d'auteur et de militant, ses différents déclics. Coucou Julien, comment ça va ? Salut Félix, je suis à 2 doigts de m'en aller de ce live. Tu m'as présenté comme l'auteur phare des petites actions et je déteste ça. Mais c'est très bien. Donc, 2 options. Est-ce que tu restes avec nous pour corriger cette erreur ou tu t'en vas ? Je reste. Parfait, trop bien. En fait, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est en fait comment en fait on en vient progressivement à agir, sachant que je connais un peu ton parcours et tu as eu différentes expériences. Et donc très concrètement, qu'est-ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui ? Eh ben, qu'est-ce qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui, en sachant qu'on a 45 minutes en tout dans toute la conversation, c'est ça, hein ? D'accord. Non, mais je vais essayer de répondre un peu de côté aujourd'hui pour vous, et je dirais que c'est un égoïsme bien placé. Je crois que plutôt que de satisfaire mes parents, mes proches, la société qui voulait pour moi plein de choses que j'avais pas forcément décidé, ben en fait, je crois que j'ai osé écouter un peu cette petite voix intérieure qui me disait, mais en fait, il y a vraiment cette interculturalité qui te passionne et de laquelle tu arrives à te nourrir, cette envie aussi de lutter contre les inégalités qui en l'occurrence au début était plutôt économique et sociale, et ce qui m'a poussé à aller travailler dans le milieu des ONG, du développement international, et puis ensuite des inégalités écologiques qui m'a poussé justement à dire ça commence par moi et à lancer ce mouvement dont on reparlera tout à l'heure. Donc je crois que c'est un peu ça qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. C'est un égoïsme, ouais, que, comme je le dis, bien placé, qui fait que cet esprit critique et cette envie de questionner le monde et de, comme le dit le fondateur du scoutisme, de le laisser dans un meilleur état que je l'ai trouvé. Disons que c'est une voix qui est trop forte, et pour que je ne l'écoute pas et pour que elle ne m'accompagne pas tous les jours dans mon activité, notamment professionnelle. Mais en fait, la ligne est assez fine maintenant entre mon quotidien perso et pro. Oui, justement, on est sur avec ce podcast de donner des clés aux personnes pour agir, s'engager. Toi, ton chemin, il a été aussi progressif là-dedans, non ? En fait, je dirais pas progressif, mais je dirais que pour l'instant, j'ai l'impression que je tiens un fil qui me permet toujours d'arriver à être la meilleure personne que je peux être au moment où je vous parle. Et donc, là où peut-être que si je le présentais sur un CV, on pourrait voir beaucoup de ruptures, parce qu'en fait, je passe au début d'une carrière, enfin d'études dans le journalisme, pour ensuite finalement aller travailler dans le milieu des ONG en tant que coordinateur de projet, et puis finalement, je reviens en France dans le monde associatif, et puis finalement ensuite, je deviens un peu créateur de ma propre association écologique, et maintenant podcasteur, réalisateur de vidéos, auteur. Enfin, ça part un peu dans tous les sens, et pourtant, pour moi, c'était vraiment comment en fait mon métier pouvait se mettre au service de toutes les questions que j'avais au moment là présent. Et là, en l'occurrence, c'est comment faire en sorte d'arriver à atténuer le drame écologique qui est en train de se jouer, qui va avoir des conséquences au niveau social funestes, mais en fait au niveau de toute la biodiversité des écosystèmes, de l'équilibre système-terre en général. Et de 2, comment en plus faire que cette société qu'on va réussir à transformer, on puisse toutes et tous cette fois y trouver une vraie place, plutôt que d'avoir un peu cette tendance à la nouvelle dictature verte, et que ça soit libérateur, que ça soit l'endroit où on pourra chacun et chacune être, voilà, encore une fois, ces meilleures versions de nous-mêmes, avec tous nos talents, notre originalité, notre créativité et ces questions qui nous sont propres. D'accord, donc la première en fait recommandation, ou ce qui t'a amené toi à bouger, c'est de te dire en ce moment présent où est-ce que j'ai envie d'agir, Ouais. et comment par rapport à là où j'ai envie d'être, en fait je fais tout pour m'aligner.
Ouais. Et c'est progressivement comme ça que tu as développé ces différentes facettes. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de revenir sur. Du coup, c'était intéressant. Pourquoi en fait cette présentation de expert des petites actions pour donner des clés aux gens pour agir rapidement? Parce que pour moi, c'est aussi une de tes marques de fabrique. C'est quelque chose qui t'a pas plu dans la présentation. En fait, c'est parce que je crois que j'ai mal compris la société dans laquelle je lançais cette initiative qui est au niveau personnel. Je le disais au début, moi je viens des ONG. Donc quand on se lance dans une carrière de solidarité internationale, c'est qu'on a une profonde envie de réparer les injustices qu'on voit dans le monde. Et donc avec une analyse qui est quand même qui est une analyse macro, une analyse géopolitique, une analyse systémique, une analyse économique. Donc disons que même si ensuite j'allais sur le terrain pour travailler avec les anciens guerrilleros, pour aller travailler avec les jeunes exclus des bidonvilles, arriver sur ce terrain-là, on peut pas ignorer toutes les pressions économiques, politiques, etc., qui font qu'on se retrouve dans cette situation. Ce qui fait que pour moi, j'avais un peu toujours l'impression de voir la big picture, comme on dit. Et donc en arrivant en France, avec cette big picture écologique il y a clairement un problème dans le système actuel et notamment dans le développement à l'occidental qui est un peu en train de noyer le monde entier avec cette surconsommation, cette quête permanente d'augmentation, de prouesse hiérarchique et d'accumulation matérielle. En fait, plutôt que d'essayer de m'encarter dans un parti politique ou de rejoindre le camp des désobéissants, avant ça, j'avais besoin de comprendre dans ma chair ce que ça voulait vraiment dire, cette transformation du monde, et j'avais le sentiment qu'en fait, avant d'agir, il fallait réussir à répondre à tout ce qui faisait qu'on n'agissait pas. Tous ces obstacles qu'on s'est toutes et tous à un moment dit ou qu'on a toutes et tous à un moment entendu moi, franchement, et là, cocher la mention inutile, mais moi, Nicolas Hulot, la planète, les ours polaires, Greta Thunberg, je sais quoi, c'est hyper important, bien sûr, à fond, et là, mais c'est trop cher, mais ça sert à rien, mais c'est trop compliqué, mais on est inutile, mais les Chinois, mais Elon Musk, mais les politiques, mais Coca-Cola, bref. Et en fait, du coup, c'est ça. J'avais besoin de répondre à tous ces clichés qu'on entendait. Ça y est, tu te casses, Félix. Je te vois te déplacer. Et donc, pour répondre à ta question, tous ces clichés, effectivement, ils me donnaient envie aussi, du coup, en ayant transformé la manière la plus ambitieuse que je pouvais en un an mon quotidien pour arriver à voir jusqu'à quel point je pouvais être dans une action qui est à la fois individuelle et collective, dans une action qui est à la fois de réduction, d'abandon, de désobéissance, mais aussi de proposition, de valeurs, d'alternatives, d'amélioration, etc., etc. En fait, du coup, ça fait effectivement un éventail très large et peut-être que dans ma manière de communiquer, j'aurais dû, je sais pas, présenter ça comme le plan le plus ambitieux pour atteindre l'objectif de réduction de notre empreinte carbone à horizon 2050 d'ici 2017, quoi. Et en fait, surtout, ce que je voulais absolument aussi participer à faire avec ce projet de Ça commence par moi, c'est en me transformant, oser reprendre un peu ce pouvoir de l'exemplarité, ce pouvoir du changement par la bienveillance, en ouvrant tout un tas, ou en tout cas proposant tout un tas de portes à celles et ceux qui jusqu'à présent sentaient qu'ils avaient envie d'agir, mais ils ne savaient pas par où commencer, ou ils ne savaient pas par où continuer pour redonner un élan à leur transformation. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvé à ouvrir comme ça 365 actions. En plus, elle est globalisée, elle est mettre sur un parapluie qui était en général un peu plus complexe, un peu plus nuancé, un peu plus holistique que ce qu'on voyait, puisqu'en général, sur ces sujets, il y a un peu la chapelle, je dis n'importe quoi, zéro déchet, véganisme, mobilité douce, low life, etc., etc. Et là, j'ai essayé de tout compiler avec en plus un prisme solidaire, social, citoyen, et une analyse que j'aimerais aussi proposer un peu comme écosystémique, mais toujours avec une envie de transparence, de bonne humeur, de montrer que c'est une ligne de crête permanente entre à la fois tout ce qu'on fait est primordial et à la fois complètement inutile. Et donc en 2017, quand j'ai réussi à diviser par 5 mon empreinte carbone, la France, elle s'en est pas portée mieux, ça n'a rien changé, on est bien d'accord. Et en même temps, c'était hyper important pour une question d'éthique personnelle, mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ma transformation, elle était sans doute plus puissante dans le récit qu'il proposait plutôt que dans l'action en elle-même. Et ça, c'est encore un autre sujet qu'on peut évoquer après. Et donc, en gros, pour récapituler, parce que tu as fait une présentation passionnée où tu es passé de ton histoire à des versions philosophiques. Le ça commence par moi et ton intention, c'était de dire moi-même me mettre en mouvement. De mon mouvement personnel, en fait, j'en tire plein d'exemples très concrets qui font que j'incarne ce changement et je les rends accessibles.
Du coup, Ouais, très exactement. concrètement, et pour Et des si je gens peux me qui... permettre, Oui, Félix, vas-y. et en plus, constater qu'on n'est pas les utilisateurs finaux de la démarche éco-citoyenne et qu'en gros, on ne doit pas tous remplir notre panier de produits verts, nettoyer nos murs avec des produits verts et basta. Et chacun encore rester dans ce sillon individualiste un peu dans lequel nous a enfermé la société, mais au contraire, que en se faisant les expérimentateurs, on devient aussi les porte-voix de ce système et donc on devient un peu ambassadeur. Et puis après, là maintenant, c'est mon rôle formateur de formateur. Et donc en fait, que quand on accepte le citoyen comme un maillon social fort, eh ben, on peut être à la fois étincelle du changement, mais aussi poil à gratter d'un système. Et surtout, en fait, même si maintenant ce vocabulaire de contagiosité est un peu difficile à accepter, mais on a quand même cette capacité à contaminer positivement notre entourage, parce que nous, étant des animaux sociaux par excellence, en fait, ce qui fait qu'on arrive à avoir le point de bascule de notre société et une transformation, c'est justement en réacceptant notre rôle d'acteur social par excellence qui peut tendre des perches d'expérimentation à son entourage. C'est hyper intéressant et tu es en train de faire le lien avec un peu la démarche que tu as développée après sur comment je mets en mouvement d'autres gens. Mais il y a pas mal de questions qui sont assez intéressantes de différents niveaux et que je peux prendre en direct. Du coup, il y avait Jean-Fred qui dit parmi toutes les actions à réaliser. Donc là, on est un peu dans cette première version que tu as mis partagée où tu dis en fait, il y a beaucoup de choses. Comment prioriser les actions en fonction de leur impact réel? Ouais, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très sur effectivement l'impact écologique réel et donc efficacité. Bah, très bien. En fait, l'action la plus efficace qu'on pourra jamais mettre en place dans notre quotidien, c'est notre relation à l'argent et c'est de retirer l'argent qui actuellement est dans des grandes banques et qui est utilisé encore massivement pour émettre du CO2 parce qu'en fait, soutenir des activités notamment d'extraction d'énergie fossile, de déforestation, etc., pour ensuite ouvrir un autre robinet, celui du monde de demain, en l'investissant cet argent, soit dans des banques, on va dire un peu classiques, mais quand même engagés comme le Crédit Coopératif ou la NEF, soit dans des mouvements d'investissement citoyen comme par exemple l'énergie partagée ou Terre de Liens ou l'ITA pour ceux qui ont envie de soutenir un peu plutôt les questions économie sociale et solidaire, entrepreneuriale. Et donc ça, c'est littéralement là où on a le plus d'impact parce que 18 000 euros épargnés à la Société Générale émettent chaque année autant de CO2 que nous, ce qu'on émet toute notre vie. Enfin, chaque année, pardon, dans notre quotidien avec notre déplacement, notre alimentation, etc. Donc l'impact, il est énorme, caché et on s'en rend pas compte. Et ensuite, du coup, cet argent, c'est quand même 5 000 milliards d'encours d'épargne que nous, on a les Français. En fait, s'il était mis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Routourou et Jean Jouzel qui disait qu'il voulait un plan à 1000 milliards pour transformer écologiquement l'Europe. Donc nous, on pourrait financer 5 fois ça en tant que Français. Donc si on le met à disposition de l'Europe et à minima de la France et à minima même des artisans français, c'est assez extraordinaire comme pouvoir de transformation. Ça, c'est la première manière de répondre. Le premier niveau, efficacité. Mais en fait, je suis pas assez à l'aise avec cette réponse parce que en fait, on est tous différents. Il faut qu'on arrive à ouvrir la porte qui va nous permettre de tenir un marathon et pas un sprint. Donc, pour les personnes qui sont orientées efficacité, très bien. Mais j'aurais plutôt tendance à dire, prenez ce qui vous passionne, prenez les thématiques dans lesquelles vous pouvez investir des heures et des jours sans compter parce que ça vous fait vraiment vibrer et lier votre démarche éco-citoyenne à une démarche de transformation par le bonheur profond. Et après, petit à petit, sortez de votre zone de confort pour un jour réussir à faire des choses parce que vous avez commencé à ancrer ça dans vos habitudes qui, en fait, pour vous, tiennent presque du sacerdoce. Mais en fait, vu que vous serez largement engagé dans cette transformation qui doit en fait tenir toute notre vie, vous y arriverez beaucoup plus facilement. C'est aussi une manière de construire un peu sa capacité à sortir de sa zone de confort avec toujours un esprit critique en alerte. Je Et remets après, mon micro. je Non, vois mais c'est je vois plein de super cette questions. connexion, mais en fait, où tu ramènes toujours la question, comme ta démarche personnelle de qu'est-ce qui vous tient à cœur et qu'est-ce qui vous prend aux tripes. Il y a une autre question d'Arthur sur les initiatives numériques pour avoir un impact sur la transformation. En fait, Ouais. quel est ton avis par rapport à ça? Et en Ouais, c'est fait, une on va super continuer question. sur ces petites questions et après on rebouclera et je Ouais, reprendrai. c'est une super question. Je réponds hyper vite. Ça, c'est exactement, on aurait pu me poser la question de la voiture électrique. L'idée, c'est pas la fin, mais c'est le moyen. Et c'est comment on arrive à faire en sorte que ces outils, ils soient à nouveau dans le rôle d'outil plutôt que dans le rôle de finalité. Et donc, si on utilise un marteau, on peut construire une maison ou on peut écraser la main de quelqu'un. Et c'est pareil avec les initiatives numériques. Ça commence par moi, ça a été grandement au début une initiative numérique parce que un site internet, parce que des vidéos sur Brut. Mais je pense que le coût complet ont permis d'avoir un vrai impact, non pas que dans d'émissions de gaz à effet de serre à cause de la consommation électrique des data serveurs ou l'aliénation des gens devant leur écran à travers un système qui aujourd'hui capte les données pour les revendre et encore faire tourner la roue
du libéralisme, mais parce que en fait, au contraire, elle leur a redonné ce pouvoir d'agir, elle leur a permis d'émettre de moins en moins de gaz à effet de serre, d'alléger leur empreinte sur la biodiversité, de pollution plastique, etc., etc. Donc c'est toujours pareil. À partir du moment où on prend quelque chose pour nous libérer, pour nous alléger, eh ben super. Mais les initiatives numériques comme la voiture électrique, si elles ne sont pas faites de manière raisonnable et raisonnée, partagée, libérée, etc., etc., alors en fait, c'est juste on prend quelque chose qui existait avant, on le peinture en vert, et puis en fait, on crée d'autres problèmes, on les déplace, on les reporte. Super clair. Du coup, pas oublier la finalité, que c'est un moyen et qu'il faut l'évaluer tel quel. Il y a une question qui est super intéressante de Clotilde sur toutes ces questions des actions en fait citoyennes, climatiques et de la notion de culpabilité que ça peut gérer. Ouais. Et en fait, c'est une vraie question de comment gérer cette culpabilité qu'on voit beaucoup apparaître, voire même cette compétition, qui est un peu un autre sujet, où là on peut avoir une logique de compétition, d'effet de mode, et du coup comment gérer ça? Je vais trop vite pour répondre à mes questions, mais j'ai envie de parler de plein de trucs avec toi, Félix, donc j'y vais vite aussi pour vas-y. Mais en gros, pour moi, c'est exactement un peu la même racine que ce que posait Arthur comme question avec le numérique. Si on revient pas à la racine de nos problèmes, alors là, on continue à peinturer nos habitudes. Et là, en l'occurrence, notre habitude de surconsommation, de surcompétition aussi, où on essaie toujours d'être le meilleur. Et donc, on se tombe dans ces pièges absolument fous avec le petit bocal de regardez, il y a tous mes déchets qui tiennent dans ce bocal. Et quoi? Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On va encore essayer d'arriver à être au top du top en écrasant tous les autres. Non, l'idée, c'est de, encore une fois, je le disais tout à l'heure, marcher sur cette ligne de crête entre c'est hyper important ce qu'on va faire et à la fois nous tous individuellement on est absolument inutile et donc c'est comment se réveiller chaque matin en ayant cette énergie de se nourrir de ça, de grandir grâce à ça, d'aller rencontrer des personnes inspirantes grâce à ça, grâce à cet effort, cette volonté, tout en évitant de porter sur nos épaules le poids du monde que de toute manière on n'a pas la force de porter. Et donc la culpabilité que je lirais aussi à la solastalgie, l'éco-anxiété qui fait qu'on voit un monde s'effondrer avec une colère, avec une rage, parce que ça fait 60 ans ou presque qu'on sait exactement où on va et que littéralement on a non seulement rien fait, mais on a fait pire encore. C'est aussi, du coup, c'est quelque chose que j'ai abordé longuement dans cette démarche, ça commence par moi, une écologie qui est du coup, effectivement, une écologie écosystémique, de consommateurs, d'acteurs tout court, une écologie que je veux aussi citoyenne, un peu solidaire, gilet jaune, gilet vert, fin du monde, fin du mois, mais aussi une écologie intérieure. Et donc, c'est aussi comment on se pose la question de qui on est, pourquoi on est là, de la relation au temps présent, de la relation aux choses, de la relation à notre bonheur, de la relation aux autres, et donc d'accepter aussi d'affronter de manière intérieure tous ces sentiments qui viennent nous chahuter et qui nous font, et d'un, nous dire qu'on est vivant, et de deux, aussi nous faire nous rendre compte que être mal à l'aise dans une société malade, c'est pas signe de maladie. C'est au contraire signe de bonne santé et ça passe par parfois des mouvements qui sont un peu chaotiques, qui sont un peu difficiles, mais en même temps tellement salvateurs, tellement libérateurs et tellement, à mon sens, bon signe pour la suite, quoi. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est de reconnecter à en fait son intention personnelle et son énergie personnelle, et de l'autre côté d'accepter aussi la futilité de qui on est et le côté vanité des vanités, en fait de se dire on est une goutte d'eau. Absolument. Donc en fait, sentons-nous libres d'agir, plutôt dans le bon sens, si possible, mais pour en fait se déculpabiliser, puisqu'en fait le sujet même nous pas dépasse. Se déculpabiliser, se responsabiliser en fait. Se responsabilité de la vie qu'on a. C'est Corentin de Châtel-Perron que j'ai eu la chance d'interviewer qui a le Low Tech Lab et qui dit la planète c'est génial parce que c'est la seule planète qui a du chocolat. Et donc ce miracle de la vie qui est quand même assez extraordinaire malgré toutes les difficultés qu'on va rencontrer tout au long de nos existences, elle mérite d'être vraiment honorée. Donc, juste se fouetter à chaque fois qu'on mange du chocolat, c'est à mon sens assez. Ça montre qu'on reste dans ce sillon surconsummériste. Alors que si on décide de voir d'autres croissances à nos vies, des croissances de liens, des croissances de culture, de créativité, chacun décide de la boussole qu'il veut mettre en fait au centre de sa vie. Et là, alors on la dépasse, cette culpabilité qui pour l'instant nous enferme encore et encore dans ce système en disant on est des maillons de ce système capitaliste.
qu'on valide en plus à chaque fois qu'on sort notre carte bleue. Et en même temps, avec cette vision plus globale, systémique, il faut aussi se rendre compte que jamais à notre naissance, on nous a proposé de signer un contrat qui nous a fait dire, voilà, vous acceptez par votre mode de vie, par votre recherche de confort, de progression sociale, etc., l'exploitation du vivant, l'exploitation des autres êtres humains à l'autre bout de la planète. On l'a jamais signé ce contrat-là. Donc c'est comment on peut se responsabiliser par rapport à ce monde, se rendre compte qu'on peut alléger notre empreinte et en plus participer à la construction de tous ces mondes beaucoup plus concrets, beaucoup plus à portée de main et du coup tellement enthousiasmant. J'utilise le mot enthousiasmant à peu près toutes les 20 secondes, mais c'est cet état d'esprit qui va aussi derrière, ça commence par moi. Et enthousiasme, c'est le souffle de l'esprit. Du coup, c'est une belle image. Peut-être qu'on peut rebasculer sur ça commence par moi parce qu'en fait, tu as cette initiative qui est un site internet, un bouquin. Tu as eu plein d'interventions. Tu parlais de Brut, d'initiatives un peu phares. Est-ce que tu sais dire, en fait, soit présenter quelques projets phares, soit donner quelques grands chiffres sur ce que ça a amené ou même aussi parfois ce que ça n'a pas provoqué? Ce qui a expliqué que tu es bougé. En fait, c'est pour ça que j'étais content d'intervenir particulièrement aujourd'hui là sur les rencontres que tu organises autour du boulot. Ça fait, en gros, je suis rentré en France, je travaillais dans les ONG, j'ai fait un peu un mini, enfin pas un switch, mais une évolution dans le milieu associatif. Je travaillais pour Unicité en tant que coordinateur de projet. Hyper intéressant, on travaillait auprès des personnes en situation de handicap, des réfugiés et tout. C'était passionnant et à la fois, ça restait un travail. Et avec ça commence par moi, j'ai commencé à tirer ce fil qui fait que depuis 5 ans maintenant, je travaille plus, en gros. Je travaille plus, je réponds que aux initiatives qui me permettent de continuer à vibrer. Et ces perches qu'on me tend, elles ont été effectivement au début site internet tout à fait personnel, sans visée économique. Et donc c'était assez marrant parce que j'ai eu l'opportunité de rejoindre Entropia, qui est l'incubateur de l'ESSEC. Et là, on parlait de business model, J'en avais rien à faire, enfin, aucune idée et rien à faire. Et je continue à avancer avec le succès qu'il y a eu derrière. Ça commence par moi parce qu'il y a eu au total plus de 3 millions de visiteurs et même je pense que ça doit être plus maintenant, il faudrait que je regarde, mais d'autres opportunités. Ces vidéos brutes qui ont été regardées par 15 millions de personnes, un livre, le premier bouquin que j'ai sorti en 2018 qui a été un best-seller la première année alors que jamais j'aurais pensé qu'il allait y avoir d'autres personnes qui allaient l'acheter que mes parents. Et en fait, toutes ces opportunités qui, parce que j'ai le sentiment que voilà, elles sont dans cette vibration qui fait vraiment que je suis ici et que je me sens vivant, résonne et plaît aux gens et me permet de plein de manières différentes et assez bordéliques d'ailleurs d'avoir tout un tas de casquettes qui sont aujourd'hui mes métiers que je change, que je porte parfois en même temps et qui m'assurent une subsistance tout à fait intéressante et surtout de me permettre de me désintéresser assez des questions économiques et administratives et donc ça fait beaucoup de bien et aujourd'hui en gros ça commence par moi, c'est une association juste pour que vous gardiez cette idée dont l'ambition est de mettre de la fierté dans ce mouvement éco-citoyen, donc toujours montrer à quel point c'est une opportunité extraordinaire à travers plein d'outils, des conférences, encore des bouquins, des choses comme ça, le site internet, et après d'outiller les éco-citoyens qui sont déjà actifs. Je les estime à 3, 4, peut-être 5 millions de Français, parce que c'est un mouvement qui pousse. Il faut quand même savoir que l'écologie, c'est la priorité numéro 1 des Français, et que je me dis que si ces gens-là, ils étaient enfin ambassadeurs de ces sujets, en fait, ils arriveraient chacun à mettre en mouvement 2, 3, 5, 10, 20, 50 personnes. Et donc demain, allez, l'année prochaine et dans 10 ans, on est largement dans la transformation de la société qu'on attend, ou en tout cas que j'attends. Et donc, à côté de ça, ce qui m'occupe actuellement, parce que du coup, sur Ça commence par moi, vous pouvez avoir toute une partie de mobilisée, où il y a des outils pour faire vivre ce que j'appelle des expériences irréversibles d'éco-citoyenneté. Et à côté de ça, mon temps actuel, il est dédié, ça répond un tout petit peu à ta question de manière un peu plus avancée. Mon temps actuel, il est dédié aux utopies, à la question des utopies avec un podcast que j'anime depuis 1 an et demi qui s'appelle 2030 Glorieuse. Et là, une campagne de financement participatif. Et d'ailleurs, si vous voulez soutenir le mouvement, c'est maintenant, comme disait François Hollande, puisque cette campagne, elle met en avant un guide des conversations utopiques pour que les gens ils puissent en fait réfléchir à quoi ils veulent ressembler dans une société idéale d'ici 10 ans et de permettre de hacker, pour avoir un vocabulaire un peu vendredi, où on peut Startup Nation peut-être, ils veulent hacker la table de l'apéro, la table de la réunion, etc. Et du coup, je termine avec ça.
Ça commence par moi, c'est assez étonnant parce que à la fois il y a eu une énorme visibilité. À un moment, les réseaux sociaux poussaient dans ce sens-là, les pages Facebook, les groupes Facebook, tout était mis en avant avec les vidéos brutes et tout pour participer à cette grande tendance. On a eu l'affaire du siècle, les mouvements climat, il y a eu un gros truc. Et aujourd'hui, on voit que les réseaux sociaux, ils sont un peu en train de revenir en arrière sur ces sujets. Et donc, c'est comment on arrive à utiliser d'autres outils pour continuer à rester connecté, à se former, à sensibiliser pour continuer à faire notre travail de poil à gratter en ce moment qui est nécessaire, notamment auprès du gouvernement. Vous avez sans doute suivi un peu l'adoption de la loi climat. Voilà, c'est toujours un peu il y a un élan, on sent qu'on est plein, et derrière, il faut pas lâcher parce que c'est quand même chaotique. Il y a tout un tas de personnes qui sont pas intéressées dans le mode de vie qu'on a envie de voir advenir. En fait, tu as évoqué les deux sujets que je souhaite qu'on explore un peu plus sur, en fait, de mon action individuelle, je passe à comment j'embarque positivement autour de moi. On a autour de nous, en fait, soit des salariés, soit des citoyens, soit des dirigeants associatifs, des responsables un peu RSE ou d'initiatives RSE dans leurs entreprises. Comment justement, en fait, est-ce que tu as des exemples un peu concrets d'actions où on peut embarquer les autres et aussi dans les façons de faire, Ouais. je pense qu'ils vont Et ça rejoint en plus la question de Jean-Fred qui nous dit que ressens-tu face au comportement des personnes qui n'agissent pas dans le sens dans ce qui a du sens pour toi? Est-ce que ça peut être compliqué à gérer, etc., etc. Et donc je réponds déjà en disant que moi, dans mon exemple personnel, j'étais l'écolo relou de base et à la fin, mes amis et ma famille faisaient l'inverse de ce que je leur demandais de faire parce que j'arrivais pas à gérer la violence qu'il y avait en moi sur ces questions-là et ce sentiment d'urgence. Ça, c'était il y a 15 ans. Et depuis que j'ai arrêté d'essayer de les changer, et que j'ai dit ça commence par moi, en fait, je les ai jamais autant changés parce que la transparence, l'honnêteté, l'exemplarité, ça fait beaucoup, mais surtout parce que j'ai décidé de leur tendre des perches à la hauteur de ce qu'ils pensent être, mais aussi en faisant peut-être preuve d'un peu plus d'ambition pour eux-mêmes et non pas en leur faisant vivre des expériences pour leur dire tu vas changer, tu vas aller dans mon sens, je vais te convaincre et donc je vais gagner et tu vas devenir meilleur grâce à moi, mais au contraire, en me disant je vis quelque chose qui est extraordinaire, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie, j'ai envie de partager cette libération à travers tout un tas d'opportunités à mes proches et sans forcément les estampiller comme étant des bonnes pratiques écolo. Et là, dans le quotidien, c'est très simple. Il suffit d'aller dans un restaurant qui fait les meilleurs falafels du monde et en fait, ça sera un plat vegan ou végétarien. Mais ça peut être aussi de dire, voilà, et si, par exemple, dans notre entreprise, plutôt que d'aller faire un escape game pour la 28e fois de l'année, on participait à des choses qui nous permettaient, par exemple, d'être dans la nature. Ah bah super idée, on va organiser une collecte de déchets sauvages, on va participer au reboisement d'un endroit, on va, pourquoi pas, construire un hôtel à insectes. Et en fait, il y a plein de choses, parce que là, c'est sur l'aspect nature que je viens de le prendre, mais ça aurait pu très bien être du slow travel en disant on va partir tous ensemble le temps d'un week-end pour faire par exemple la Madjack qui est une course en stop à travers la France et qui permet de vivre des vacances absolument folles l'espace de quelques jours en étant dans cette sensation de partage, d'entraide, de solidarité, etc., etc. Mais encore une fois, l'idée c'est plutôt que de dire regardez, il faut absolument qu'on atteigne cet objectif, cette montagne qui semble insurmontable, de réduire notre empreinte carbone au maximum et d'arrêter de surconsommer. L'idée c'est plutôt de dire comment faire en sorte qu'on se réunisse le temps d'un instant et que cette réunion et cette expérimentation qu'on sera en train de vivre, elles nous permettent en fait derrière d'avoir soit des graines qui vont rester un peu là et qui vont pouvoir avoir le temps de germer, soit des moments où on se dit mais bien sûr c'est trop bien. Et donc je sais pas, hier par exemple j'intervenais dans une entreprise où eux ils avaient un peu du mal à voir comment commencer. On a commencé à parler de la mode et puis des gens qui disaient mais c'est vrai, moi j'aimerais bien acheter et tout, et à la fin ils en sont arrivés à se dire tiens, on va organiser une penderie partagée dans l'entreprise, les gens vont venir pendant une journée avec des fringues qu'ils ont envie de vendre, ils vont les vendre à 2, 5, 10 euros. Comme ça, les gens auront des fringues de bonne qualité, pas chères, et toute cette cagnotte, elle va être collectée et redistribuée à une association écologique. Paf, action toute simple, bête. Mais l'idée, c'est en fait de se rendre compte quelle est notre prochaine marche pour continuer à avancer, pour continuer à progresser, et ensuite quand même de se rendre compte un peu de la marteau-thérapie du changement par rapport à ça. Et donc, c'est là où j'utilise le mot ambition, de pas se dire on va faire une action écolo tous les ans, quoi. Et donc d'arriver à multiplier ces expérimentations et de les coller le plus possible.
la prochaine que vous allez sans doute faire grâce à cette rencontre qu'on est en train d'organiser avec Félix, c'est samedi, vous allez, si vous êtes à Paris, participer au record du monde de collecte de mégots qui aura lieu dans plein d'endroits à Paris et qui va vous permettre de participer à un événement très ponctuel, vraiment pas difficile, de rencontrer des gens et puis voilà, d'avoir un peu ce côté gamification qui peut bien marcher. Je vais vous envoyer le lien. C'est Surfrider Foundation qui fait ça avec d'autres personnes, notamment du groupe circulaire, enfin de l'entreprise circulaire. Super intéressant du coup en apprentissage. En fait, commencer par soi avec l'exemplarité, proposer des actions positives, inciter, créer une culture de la question ou l'idée par rapport au sujet, et après de se dire en fait il y a une idée, il y a une envie, bah en fait on commence par là. Absolument. Et en fait travailler là-dessus au quotidien. Ouais, franchement, chapeau Félix, parce que je te balance 1000 idées et toi, tu arrives à faire en sorte que ça soit un peu 1000 fois beaucoup plus clair, même ce que je suis en train de dire. Et je viens de vous envoyer dans le chat le défi des mégots. Voilà. Trop bien. Surfrider qui est une belle asso partenaire de vendredi sur tout ce qui est la préservation en fait des littorales. Et d'ailleurs, des océans. Termine, pardon. Non, j'allais en fait rebondir sur une question d'Arthur. Elle est géniale parce qu'elle va être. Ça t'arrive d'avoir des moments down, de plus trop y croire. Point d'interrogation. Bon, bah alors voilà. Partir là-dessus et après revenir ailleurs. Ça me permet d'y répondre aussi. Alors, en fait, ce qu'on disait sur l'idée d'expérimenter régulièrement, ça veut aussi dire qu'il faut une bonne fois pour toutes se foutre la paix sur la quête de perfection absolue, qui est en plus assez française. Parce qu'on a toujours envie de faire quelque chose et très bien tout d'un coup, tout de suite. Et donc souvent, on légitime notre inaction par notre imperfection et notre capacité à le faire bien. Alors qu'en fait, moi, ma mère, elle m'a toujours dit, parce que ma mère, elle adore cuisiner, elle m'a toujours dit, quand je fais un nouveau plat, je sais que je vais le faire bien la 3e fois. Mais il faut que je rate les 2 premières fois pour le faire bien la 3e fois. Et donc, tu vois, sur ce que tu dis, on a envie de passer à l'action, on fait un truc, et ben, foutons-nous la paix et arrêtons de nous mettre l'objectif ultime de faire tout parfait, parce qu'en fait, tout parfait, ça n'existe pas. Et il va falloir qu'on apprenne aussi. Et moi, ça a été un travail qui m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que j'en témoigne aujourd'hui à commencer à apprivoiser et à même chérir notre imperfection. C'est pas grave si on se plante, c'est pas grave s'il y a plein de choses, plein de travers, plein de pièges, plein de trucs sur lesquels on revient encore et encore, parce que cette imperfection, c'est au contraire ce qui va nous permettre chaque jour de nous améliorer, chaque jour de progresser, chaque jour de nous questionner, chaque jour d'aller rencontrer des gens qui nous inspirent pendant des siècles et des siècles. Et donc ça, c'est hyper important d'arrêter d'avoir cette quête du sublime tout de suite. Et toutes ces expérimentations que vous allez mener, toutes ces activités collectives que vous allez mener, elles auront plein de trucs où ça va foirer et c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et donc l'idée c'est, voilà, comme disait Jean-Claude Duss, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce quoi. Merci pour cette régalade. Du coup, t'as partagé quelques éléments un peu plus sur la logique. Ça commence par vous et c'était intéressant. Je sais pas si tu souhaites partager d'autres points par rapport à ça, sur comment embarquer d'autres gens autour de moi, mon organisation. Et avant qu'on parle d'utopie. Ouais, avec plaisir. Je vous invite il y a ce super manifeste pour un réveil écologique que vous avez sans doute vu passer il y a quelques années, parce que c'était tout un tas d'étudiants d'école, notamment de commerce, mais pas que, qui disaient, en fait, moi, quand je vais sortir de mes études, ce que je vais surtout pas faire, c'est aller bosser pour une boîte qui est pas engagée sur ces sujets. Moi, je veux vraiment faire en sorte que ma carrière professionnelle et toute mon énergie, il aille dans ce sens-là. Ça s'appelle le manifeste pour un réveil écologique. Je vous invite à aller sur le site internet. Et en fait, depuis, ils ont aussi créé une nouvelle dimension avec comment s'engager en tant que salarié. Je vous invite à aller regarder ça parce qu'en fait, il y a pas mal de groupes référencés, des boîtes qui bossent sur ces sujets. Ça vous permet d'avoir des exemples, ça vous permet d'avoir des liens, ça vous permet d'avoir des partenaires. Et il y a un livret blanc de toutes les actions écologiques aussi qui peuvent être mises en place en tant que salarié, mais aussi avec des stratégies, avec des conseils, avec des expérimentations. Et je trouve que au niveau de son entreprise, c'est vachement bien. Il y a un autre truc, peut-être que vous le connaissez, c'est de pouvoir faire vivre en fait aux gens de son entreprise des moments comme ça où en fait on va se décentrer, faire preuve d'altruisme et se mettre au service d'une cause qui nous dépasse, notamment associative. Je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle Vendredi. Vendredi, c'est une super boîte qui permet justement quand on je sais pas, cherche à avoir un peu plus de sens et qu'on est encore un peu perdu ou pris par ce jeu économique ou tout un tas de contraintes financières, professionnelles ou autres, de commencer à mettre le doigt dans l'engrenage. Et donc moi, je l'avais pas fait par Vendredi parce qu'à l'époque, je ne connaissais
pas vendredi. Peut-être que vous étiez pas encore suffisamment structuré pour que je vous connaisse. Mais quand j'étais en 2016 à Paris, je l'ai fait grâce à Benenova, qui m'a permis, 3 heures par 3 heures, d'avoir des micro-actions auprès de tout un tas d'associations qui étaient bien choisies avec des missions claires, où tout de suite, j'avais le sentiment d'être utile. Ça m'a permis de rencontrer des gens géniaux, de découvrir des thématiques qui me passionnaient et de voir aussi là où j'étais le plus à l'aise et sans doute le plus efficace. Et donc, l'idée aussi, de papillonner, elle me plaît bien parce que, encore une fois, je pense que il y a très peu de personnes qui savaient qu'ils voulaient absolument être pompiers quand ils étaient petits. Et au moment où on se pose la question, mais en fait, j'ai envie de me mettre au service d'un monde meilleur, je ne sais pas par où commencer, l'idée d'aller se frotter, s'expérimenter à tout un tas d'autres manières de le faire, notamment avec ce que vous proposez chez Vendredi, c'est génial parce que du coup, en fait, petit à petit, ça nous permet aussi en creux de révéler qui on est vraiment. Hyper intéressant. Alors du coup, pour aligner avec tout le monde, on n'avait pas fait de brief de pub et c'est pas l'intention des échanges qu'on a, mais c'est super drôle et il y a plein d'autres plateformes d'engagement pour s'engager de façon bénévole. Il y a Je veux aider, la plateforme du gouvernement. Il y a Tous bénévoles, Benenova. Donc il y a énormément d'acteurs pour s'engager sur le temps personnel. Le site Vendredi est aussi ouvert pour les citoyens. Et après, il y a des logiques pour les entreprises comme ce qu'on fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu as mentionné pour un réveil écologique qu'on va en fait justement animer nous une table ronde avec eux sur en fait je suis salarié, j'ai envie que mon entreprise se mette en mouvement et qu'on va faire avec d'autres collectifs d'entreprises engagées avec Make Sense aussi. Donc ces sujets sont en train de grandir et c'est génial. Et du coup moi pour revenir à notre sujet des utopies, pourquoi ça te paraît essentiel cette question des utopies? Tu as travaillé sur des actions individuelles, tu as travaillé sur de la mise en mouvement d'un collectif. Ouais. Maintenant tu te dis peut-être que ce qu'il faut changer, c'est le récit, le rêve commun. C'est là-dessus que tu penses qu'il est important de travailler? Je pense que le récit, on le change même en racontant notre changement tous les jours. Et j'ai un peu l'impression que finalement, en osant dire ça commence par moi et en racontant cette transformation, à quel point ça me libérait, je participais à travers toutes ces conversations des machines à café ou du covoiturage à montrer à quel point en fait l'image qu'on avait sur ces sujets de c'est frustrant, c'est punitif, c'est culpabilisant, c'est lourd et en fait ça va nous peser toute notre vie, c'était faux. Donc le récit on peut le changer à partir du moment où, tu vois, pour revenir à l'expérience de Vendredi, où on revient dans son entreprise le lendemain en disant j'ai vécu cette expérience grâce à Vendredi, ça participe à changer le récit. Effectivement, les utopies participent aussi à changer le récit parce qu'en fait, elles donnent à voir ce qui pourrait être demain. Et les utopies, malheureusement, elles ont été un peu placardées dans le sens où aujourd'hui, elles sont associées à une vision naïve de la société parce que, en fait, on a l'impression que c'est l'impossible. Alors que l'utopie, c'est pas l'impossible, c'est l'irréalisé. C'est pas l'irréalisable. Et donc, cette manière de se projeter dans ce que, en fait, pourrait advenir, c'est assez libérateur. Pour moi, j'y vois deux intérêts forts. Je prends une métaphore qui est de dire qu'avec ça commence par moi, je me suis mis dans un mouvement qui m'a permis de me redresser sur mes deux jambes et de me rendre compte que, en tant que citoyen, j'étais pas que un porte-monnaie sur pattes qui devait consommer. Mais qu'en fait, j'avais deux jambes sous ce porte-monnaie et que le porte-monnaie, je pouvais même le laisser dans ma poche et que j'avais pas besoin d'exister en sortant ma carte bleue. Et donc, ces deux jambes, c'est l'action éco-citoyenne, effectivement, cette capacité à transformer ma vie et les vies qui y sont connectées grâce à mon action, mais aussi une compréhension de ces enjeux qui est en fait hyper importante. On parle d'enjeux systémiques qui sont hyper lourds, hyper puissants, intrinsèquement liés les uns aux autres, et donc du coup, il y a une curiosité et un travail d'approfondissement qui, en fait, là aussi, va nous accompagner toute notre vie et qui est passionnant. Une fois qu'on est sur ces deux jambes, on se rend compte qu'on peut commencer à avancer, on les fait fonctionner ces jambes. Et à la fois, tout aventurier, tout explorateur, et je suis sûr que si un jour vous arrivez à avoir Sylvain Tesson dans vos rencontres, il vous dira la même chose, on a besoin d'un cap, on a besoin d'un rêve, on a besoin de quelque chose qui va nous permettre d'aller en mouvement, de nous mettre en direction de quelque chose de manière claire, et en même temps de nous dépasser au moment où on aura des obstacles, des difficultés. Notre vie, là, actuellement, elle va être de plus en plus confrontée à ces obstacles et à ces difficultés. Si on a un cap clair, alors on sera, et d'une, beaucoup plus efficace parce que plutôt que de faire du surplace ou même d'aller en arrière avec nos nouvelles jambes et nos mouvements qu'on n'arrive pas à contrôler, on arrivera à aller là, en l'occurrence, vers ce que moi j'appelle les 2030 glorieuses.
Mon grand-père, il parlait avec des étoiles dans les yeux des 30 glorieuses, libératrices, au niveau social, au niveau économique, au niveau de la consommation aussi. Et ben, moi, je pense qu'on a les 2030 glorieuses qui nous attendent et elles sont pas si loin que ça. On est vraiment dans la transformation actuelle d'une société qui est exponentielle. Ça peut aller très vite. Et à la fois, il va y avoir plein d'obstacles. Et donc, il faut continuer à aller voir ces 2030 glorieuses, même si elles vont être changeantes, même si le cap va de temps en temps se réajuster, de manière à ce que, ben voilà, toutes ces crises qu'on va continuer à vivre, et ce Covid, et ces machins, et ces trucs, on puisse voir qu'il y a quelque chose d'après, plutôt que de s'effondrer une bonne fois pour toutes et de laisser tomber. Et de deux, pour moi, ces 2030 glorieuses, c'est l'énergie infinie. J'ai trouvé l'énergie infinie que je puise en 2030 glorieuse parce qu'en fait, j'y vois tellement de gens, j'y vois tellement d'énergie, j'y vois tellement de liens, j'y vois tellement de bonheur que en fait, j'ai cette connexion directe à ces caps, à ces utopies réalistes qui m'alimentent au quotidien pour agir. Et ça répond à une des questions d'Arthur justement qui disait est-ce que tu as des moments de down, mais plein, mais il y a plein de moments où je me dis putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et qu'est-ce qu'on a branlé pendant 50 ans? Je suis désolé, je deviens un peu vulgaire. Et ça me rend fou, et ça me rend fou, et ça me rend fou de voir encore hier la nana qui, alors que je me balade avec mon fils, jette sa clope juste devant et tu te dis, mais sérieux, on en est encore là? Et à la fois, bah, cette connexion aux utopies et en plus ces nouvelles lunettes que je porte me permettent de voir en fait tout autour de moi celles et ceux qui vivent aussi avec moi en 2030 glorieuse que j'avais pas connecté et de me rendre compte qu'en fait, c'est pas si loin que ça. Il y a juste besoin de changer d'échelle et d'affiner, de se mettre sur la bonne fréquence comme les anciennes radios, quoi. Et une fois qu'on est sur cette bonne fréquence, alors le message est clair et tellement, tellement libérateur. Et pour être très concret là-dessus, il y a quelques grands principes des 2030 glorieuses pour aider les gens à rendre ça concret s'ils les connaissent pas aujourd'hui. Et après, il y avait une deuxième dimension que j'avais compris dans ce que tu faisais, c'était aussi que tu as exprimé, c'est comment construire des utopies avec des gens qui nous entourent. Ouais. Du coup, si tu réponds à ces deux dimensions pour rendre des choses un peu, enfin, pour donner le pouvoir d'agir aux gens qui nous écoutent, je pense que ça peut être intéressant. Redis-moi ta première question. Ma première question, c'est, du coup, tu parles d'un concept de 2030 glorieuse qui est de dire il faut recréer un cap commun. En fait, l'utopie, c'est pas l'irréalisable, mais c'est l'irréalisé. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as quelques grandes lignes force derrière ces 2030 glorieuses pour les rendre tangibles et partager cette utopie? Et je sais pas où t'en es, si elle est construite, en construction. Et après, il y a le deuxième niveau qui est de se dire, OK, très bien, il y a des choses construites, il y a peut-être des choses à construire et comment on embarque autour. Bien sûr. Ces 2030 Glorieuses, ça fait 1 an et demi que j'y voyage avec le podcast 2030 Glorieuses. Là, vous pouvez le retrouver. Je vous partage le lien sur Imago TV, qui est un peu le Netflix éco-citoyen. Et en fait, je rentre à chaque fois dans ces utopies par la porte du métier. Donc, on est tout à fait dans la conversation d'aujourd'hui. Je mets en avant celles et ceux qui font les métiers de demain. Des métiers qui sont actuellement très, très peu mis en avant, très peu connus, parfois complètement originaux et qui demain se normaliseront. Et donc, en fait, en fonction de leur métier, à chaque fois, on ouvre une utopie différente. Et c'est ça qui est génial, c'est que le système actuel, il va être remplacé par une permaculture des utopies, une permaculture des solutions. Et je pense que si on ose un peu la complexité, en 2030 glorieuse, il y aura tout un tas de réminiscences du système actuel qui va sans doute même peut-être se cristalliser et donc vibrer encore plus fort de manière beaucoup plus concentrée, mais aussi tout un tas de villages d'irréductibles gaulois qui vivront à leur sauce. On sera à la fois dans ce mondial et ce très local avec peut-être même des prismes et des envies complètement différentes, avec des communautés qui seront entièrement véganes, d'autres qui auront arrêté d'utiliser l'argent pour les échanges. Enfin, je crois qu'on va être un peu plus dans ces communautés à taille humaine qui auront des valeurs fortes affichées. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2030 glorieuse, et c'est ça qui est assez génial, c'est que les gens, plutôt que de continuer à utiliser la boussole de la croissance et de l'accumulation, ils ont une boussole qui est la boussole du bonheur. Et cette boussole, elle nous mène toutes et tous vers des chemins qui sont différents, mais qui nous amène à en fait considérer ce qui nous rend vraiment heureux. Et donc si je vous pose la question de qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, si vous deviez lister 5 actions, au début on rigole en parlant de la possibilité d'acheter une Ferrari. Moi c'était une Ducati que je voulais absolument acheter quand j'étais gamin. Et puis ensuite on se rend compte que en fait c'est les moments passés en famille, c'est la balade en nature, c'est la BD qu'on vient d'acheter, c'est en général des choses qui sont assez décorrélées encore une fois de la carte bleue ou presque, et qui mettent vachement en avant notre fibre humaine, créative, et surtout qui nous permet de nous réancrer dans le temps présent. Donc les 2030 glorieuses, elles sont comme ça. Les 2030 glorieuses, elles sont low-tech,
elles sont solidaires, elles sont créatives. Moi, en 2030 Glorieuses, par exemple, je travaille plus que 3 jours par semaine et ensuite, j'ai 2 jours que je dédie à ce que j'appelle le SEV, le service écolo-volontaire, qui est en fait peut-être une sorte de nouveau service militaire, pas forcément obligatoire, mais qui nous amènerait à enfin assumer notre capacité à régénérer les écosystèmes. Et donc, par exemple, en 2030 Glorieuse, moi je sais qu'on débétonne toutes les places de parking des centres-villes qui ne servent plus à rien puisque les voitures n'ont plus le droit de rentrer dans les centres-villes ou presque, et on crée des jardins partagés, on fait venir les incroyables comestibles, on crée des zones de protection pour la faune et pour la flore, et c'est génial. Et ça, c'est mon utopie, mes 2030 Glorieuses à moi. Et c'est pour ça que je vous invite à écouter le podcast, parce qu'en fait, à chaque fois, on en ouvre une différente. Et l'idée de s'approprier ces 2030 Glorieuses, de les faire émerger, en soi, et ça répond à ta deuxième question, Félix, en soi, c'est déjà transformer notre époque, parce que les utopies, elles ont ce qu'on appelle le pouvoir performatif. C'est comme quand on dit « je vous déclare mari et femme ». La parole permet d'avoir un impact. On nous déclare mari et femme, ça peut être dans l'air. Et à la fois, non, ça permet vraiment de créer ce lien indéfectible entre les êtres humains. Et ensuite, avec toutes les conséquences légales qui viennent derrière. Mais l'idée de faire exister ces utopies, ça permet, en creux, déjà de rendre le présent tristement morne à tel point qu'on a absolument envie de le quitter, de le modifier. Et de deux, en fait, de commencer à normaliser ces modes de vie qui, il y a encore quelques décennies, paraissaient complètement aberrants. Et des utopies, on en a eu un moment en disant, mais en fait, les êtres humains, ils sont pas égaux, non? Et donc, du coup, l'esclavage, c'est con, non, comme idée? Ou, mais attendez, les femmes, elles sont quand même pas si bêtes que ça, non? Ce serait bien qu'elles puissent voter, puis en fait, avoir un compte en banque. Et puis, et tout ce qui paraissait complètement fou il y a quelques décennies, aujourd'hui, normalisé. Pas accepté à 10 000%, mais normalisé. Ces utopies des 2030 Glorieuses où on disait, mais en fait, faire en sorte que les gens ils puissent aller dans une voiture qui pèse 2,5 tonnes au travail tout seul, alors qu'en fait, ils pourraient y aller en transport en commun, à vélo ou en utilisant les 4 autres sièges qui sont à côté d'eux pour faire en sorte que la pollution, elle soit vraiment rentabiliser et qu'on n'ait pas plus de morts de la pollution que de morts à cause d'attentats ou d'accidents chaque année, c'est des choses qui peuvent paraître aberrantes aujourd'hui et qui pourtant ont un pouvoir de transformation quand on les raconte comme une évidence qui fait que tout de suite on se sent dans l'inconfort du présent qui nous oblige forcément à bouger. Et encore une fois, c'est ça aussi qui est difficile dans la réponse que j'essaie de te faire, Félix, c'est que là, moi, je parle que de mes utopies à moi. Et je pense que les utopies, elles ont cette nécessité de n'appartenir qu'à ceux qui les prononcent et de pas devoir être imposées à ceux qui les écoutent. Et donc, en fait, moi, cette utopie, j'ai envie de la proposer au monde. Et si d'autres ont ces mêmes utopies, alors ça vaut le coup de se mettre ensemble, ça vaut le coup de se rassembler, ça vaut le coup d'agir collectivement. Et à la fois, je pense que notre monde est suffisamment large, grand et complexe pour pouvoir accueillir les utopies profonde, hein, j'entends, et donc dans le sens du vivant, qui est du coup lié à toutes les conversations qu'on a eues autour de Ça commence par moi, et ça c'est assez enthousiasmant, je trouve. Je trouve ça très intéressant. On en revient à la question des rêves et des utopies, mais en fait, c'est de se dire c'est des rêves accessibles qui sont empêchés par des habitudes culturelles qu'on a prises, d'en embrasser et de commencer petit à petit à les incarner. Et comment pas perdre, je dirais, l'espoir, l'énergie d'agir et pas non plus aussi être hors sol, bisounours, hein, parce que je pense que Julien, tu dois en prendre dans la tête en fait, t'es un bisounours, le monde, dans le monde réel, l'homme est un loup pour l'homme, et en fait, c'est ça la réalité. On est dans des mécanismes de compétition, il faut aussi se nourrir. Enfin, comment on arrive à en fait à cultiver, ou enfin, c'est quoi ton conseil pour les gens qui nous écoutent, et quel que soit leur rôle, leur fonction, pour en fait cultiver, embrasser ces utopies, les cultiver, les incarner au quotidien, en étant dans ce monde réel, du coup sans passer pour un bisounours et sans non plus en fait s'épuiser. Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, Félix, d'une certaine manière, tout est récit. Donc, dans nos actions, on propose du récit, et actuellement, le système actuel est un récit qui fait que, effectivement, on pense que l'homme est un loup pour l'homme, que la loi du plus fort s'impose, et que il est tout à fait normal, en fait, de pouvoir hériter de milliards, alors que d'autres, par la sueur de leur front, n'arriveront à peine à nourrir leur famille. Et ça, c'est le récit commun qu'on a décidé d'accepter par tout un tas de leviers, notamment culturels, etc., etc.
Et donc, une fois qu'on reconsidère ça seulement comme un récit, ben, on se rend compte que les histoires, elles se créent et elles se déconstruisent, elles se décousent et elles se reproposent. Et elles peuvent, encore une fois, parfois cohabiter entre elles. Et donc, du coup, il y a 2 actions que je proposerai de manière très, très claire, même une troisième. La première, c'est que toutes les réponses que je vais faire vont être très mauvaises. Allez écouter le live qu'on a fait avec Sandrine Roudot sur le pouvoir des utopies qui est sur ça-commence-par-moi.org. Et Sandrine, elle donne tout un tas d'astuces pour justement vivre dans ces utopies. Ça fait des dizaines d'années, je ne veux pas la vieillir, mais ça fait longtemps qu'elle explore ces sujets. Et ce qu'elle dit, c'est juste, voilà, c'est hyper puissant et je vais très mal le répéter. Et même si, du coup, en prenant mon exemple à moi, j'aurais tendance à répondre en donnant 2 choses, Félix. La première, c'est de vous découvrir les autres récits, de faire l'effort de découvrir les autres récits. Et donc, il y a une sorte de bibliothèque utopiste à se construire, qui est parfois pas forcément nommée telle quelle, même s'il y a tout un tas de romans qui se disent prospectivistes, qui osent explorer les utopies en opposition aux dystopies, mais c'est de voir les récits qui pourraient en fait nous permettre de nous élever, mais aussi de les voir dans ce qui est actuellement autour de nous. Et donc, quand par exemple, en étant abonné à un site internet comme Positiver, quand je vois qu'il y a dans un pays nordique un supermarché qui a décidé de ne vendre que des produits d'occasion et reconditionnés, alors cette utopie me prend la tête et me dit, mais en fait, à terme, un supermarché, ça pourrait être que ça. Ça pourrait être que des produits reconditionnés et d'occasion. Et donc, ce travail d'oser aller chercher les autres récits, il est hyper important parce que malheureusement, les médias dominants, c'est un euphémisme de nous dire qu'ils ne nous les proposent pas. Il y a ce travail d'inspiration, de nourriture, ce récit, ces utopies, c'est un peu l'essence de notre moteur. Et ensuite, c'est de l'expérimentation, de l'expérimentation, de l'expérimentation. Et donc, quand vous allez faire votre vendredi, quand vous allez faire votre bénévolat dans une recyclerie pour une journée trier des vêtements qui vont être revendus à quelques euros, vous vivez concrètement cette utopie. Quand vous allez soutenir avec quelques centaines d'euros un mouvement comme Terre de Liens ou Énergie Partagée pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'espace pour les néo-agriculteurs qui vont proposer une agriculture bio ou pour des coopératives de production d'énergie citoyenne, alors là, vous êtes dans l'expérimentation de ces récits directement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est toujours je lève la tête, je me renseigne, je m'enrichis. Et de 2, j'expérimente, je fais. Et donc, ça, Sandrine, elle parle tout le temps de son exemple avec les Repair Café. Mais en fait, ça peut être dans tellement de choses. Ça peut être une disco soupe où vous allez récupérer des invendus alimentaires pour organiser un moment de partage de nourriture en luttant contre le gaspillage alimentaire. Ça peut être même de participer à un tiers-lieu comme ce que moi j'avais vécu au Grand Voisin, qui était à mon sens l'une des plus belles utopies qui a existé pendant quelques années à Paris, dans le cœur de Paris, dans le 14e arrondissement, et qui permettait dans un lieu de montrer qu'on pouvait accueillir les réfugiés, de leur donner un espace, de leur donner un travail, d'avoir une monnaie temps qui était complètement différente du système financier actuel, et de créer tout un tas de liens avec une vie qui était pour moi passionnante. Et donc c'est sans cesse, comme le dit Rob Hopkins, ce courant alternatif, lui, il parle de pessimisme et d'optimisme. Moi, je parlerais plutôt d'inspiration et d'action qui nous permet, comme ça, de continuer à agir, de continuer à avancer. Trop bien. Aussi des grands voisins, ouais. Je te remercie pour l'échange qu'on a eu. T'as donné énormément de call to action. Ouais, et en fait, d'habitude, en fait, on a plutôt un temps à la fin. Mais si je comprends bien, c'est une invitation à découvrir en fait le pouvoir des utopies. Et donc, tu as mentionné sur Ça commence par moi, une invitation à en fait marcher samedi avec Softrider et de participer au record du monde de ramassage de mégots. Donc, 2 actions très, très concrètes. Est-ce que tu en vois d'autres que tu souhaites partager en se disant juste une ou 2? Ouais, allez regarder cette Utopitech qui a été faite et où on liste du coup tout un tas de romans, notamment utopiques. Là, le dernier que j'ai lu qui s'appelle Ecotopia est vachement bien, de Ernst Callenbach. Ça vous donnera un peu ces récits qui font plaisir. Là, en ce moment, je suis en train de lire René Dumont, L'Utopie ou la mort. René Dumont, c'était le premier candidat écolo. Et c'est passionnant à lire, c'est passionnant, ça nourrit énormément et ça montre que c'est possible. Et ensuite, je me fais carrément ma prom, mais allez, franchement, je l'ai testé avec une 50aine de personnes, ce guide des utopies
des conversations utopiques là, et les gens, ils m'ont dit à quel point ça les transformait. Ça les transformait parce qu'ils n'avaient jamais osé se poser la question de quelle meilleure version d'eux-mêmes ils voulaient être en 2030. Et surtout, ça leur permettait d'avoir des conversations denses avec les gens avec lesquels ils étaient un peu dans des automatismes, à savoir sa famille, à savoir ses collègues, où on n'arrive plus trop à s'élever, quoi, parce qu'on est un peu tout le temps dans l'urgence ou tout le temps un peu dans l'habitude. Donc franchement, si vous voulez soutenir des projets comme ça, dans lesquels moi je crois à mort et qui de toute manière reviennent financièrement exclusivement à l'association Ça commence par moi, votre aide est plus que bienvenue. Voilà. Trop bien. Et je retiendrai aussi que tu m'avais parlé de venir faire des interventions dans des entreprises. Donc, s'il y a des entreprises ou des gens d'entreprise qui sont intéressés par créer un échange autour de ces sujets, je sais que tu as des formats d'action. N'hésitez pas à solliciter Julien directement. Merci pour le temps d'échange et l'enthousiasme. J'ai parlé beaucoup trop vite, je suis désolé. J'avais 10 minutes à dire et en fait, ouais, mais c'est prendre cette vidéo et la mettre en 0,5 fois, hein, et ce sera plus en 0,25. Mais, désolé. Mais je te remercie pour ce temps. Moi, ça m'a fait très plaisir de t'inviter ici. Hier, j'étais dans l'espace du groupe SOS où on avait déjà eu un échange sur en fait l'utopie sur le travail et comment dédier plus de temps à des actions d'intérêt général. Hein, parce que en fait, cet éco-travail citoyen dont tu parlais, peut-être 2 jours par semaine pour tout le monde demain, et qu'on essaye d'inventer avec Vendredi de façon pragmatique. Donc moi, je te remercie en fait pour le temps que tu as passé avec nous. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Et puis, merci de porter tous ces beaux combats. C'est super important. On lâche rien, Félix. On lâche rien. À À vite. Salut.